En quelques mois, une décision venue d'un pays enclavé a fissuré le Sahel et bousculé tous les équilibres établis. D'un côté, un État pauvre et longtemps relégué aux notes de bas de page de la géopolitique, de l'autre, des puissances qui contrôlent plus de 60% des réserves critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale. Au cœur de cette tension, Ibrahim Traoré devient pour beaucoup le maillon imprévu, celui qui ose rompre le scénario écrit ailleurs, quitte à braquer les projecteurs sur le Burkina Faso. La question est si simple. Jusqu'où ce geste solitaire peut-il reconfigurer l'avenir d'un continent entier? Ce récit promet d'exposer non seulement les raisons profondes qui ont propulsé le Burkina Faso au centre du débat mondial, mais aussi les risques considérables qui découlent de cette rupture avec les anciennes puissances. La valeur d'un tel éclairage repose sur un bénéfice clair. Comprendre comment d'un pays jugé marginal peut, en quelques décisions, modifier l'équilibre stratégique d'une région entière. Ce basculement ne concerne pas uniquement la souveraineté ou le contrôle des ressources. Il révèle une tension plus vaste entre les modèles de gouvernance, les dépendances héritées et les nouvelles formes d'influence qui se déploient dans le Sahel. Les premiers signaux montrent déjà que les choix politiques du Burkina Faso déclenchent des réactions en chaîne, touchant les alliances régionales, les investissements étrangers et la bataille pour les récits légitimes. Et, fait souvent ignorer, chaque acteur impliqué tente désormais de façonner la perception publique avant même de consolider ses avantages stratégiques, un indice qui laisse présager une confrontation plus profonde entre intérêts locaux et agendas internationaux. Un détail, passé inaperçu par beaucoup, pourrait d'ailleurs tout changer. Deux éléments précis, relevés presque simultanément dans les rapports régionaux, ont bouleversé la lecture habituelle du Sahel. La découverte de gisements stratégiques dont la valeur a explosé de plus de 50% en un an, et la décision inattendue d'un dirigeant d'écarter des structures financées par l'étranger. Ces deux données, mises ensemble, révèlent une mécanique beaucoup plus vaste que ce que la plupart des analyses laissaient entendre jusque-là. Avant même que les projecteurs occidentaux ne se tournent massivement vers le Sahel, les tensions autour des ressources critiques travaillaient déjà le sous-sol politique du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les premières fuites concernant les réserves de lithium de Bougouni n'étaient qu'un indicateur parmi d'autres d'une transformation silencieuse. Les États de la région cherchaient à récupérer un contrôle perdu depuis des décennies. Les grandes puissances, elles, anticipaient une nouvelle bataille énergétique mondiale et redéployaient leur réseau d'influence, parfois sous couvert d'interventions sécuritaires. C'est dans cet environnement saturé de rivalité qu'Ibrahim Traoré surgit comme un acteur inattendu, non pas par son grade militaire, mais par la symbolique qu'il impose. Le Burkina Faso, longtemps décrit comme un pays périphérique et fragile, devient soudain une charnière, un territoire où se croisent intérêts miniers, enjeux militaires et lignes de fracture narrative. L'étiquette de dictateur, relayée rapidement par certains médias, occulte une réalité moins confortable, celle d'un pays qui tente de s'émanciper d'un système économique où il ne récupère que 10% des richesses qu'il produit. Le basculement institutionnel initié depuis Ouagadougou n'est donc pas un accident. Il s'inscrit dans une suite logique d'événements. Tensions géopolitiques prolongées, montée des acteurs non étatiques, manipulation du discours sécuritaire et compétition mondiale autour des ressources nécessaires à la transition énergétique. Dans ce contexte, chaque geste, chaque retrait de coopération, chaque expulsion de forces étrangères agit comme un domino supplémentaire dans une chaîne déjà instable. Au milieu de cet enchevêtrement d'intérêts, un observateur rigoureux s'impose comme fil conducteur.
Un analyste local qui suit depuis des années les mouvements de troupes, les fluctuations économiques et les réactions internationales liées au Sahel. Cet expert, souvent ignoré dans les cercles de décision extérieure, remarque très tôt que les premières conséquences des choix politiques du Burkina Faso se manifestent bien avant que les médias ne s'y intéressent réellement. Il cite par exemple le cas d'un syndicat de mineurs qui, dès les annonces de révision des partenariats étrangers, a constaté une multiplication des pressions venant d'intermédiaires privés cherchant à sécuriser leur position. Quelques semaines plus tard, un collectif de commerçants frontaliers rapporte une hausse soudaine des contrôles informels autour des routes menant au Mali, signe tangible que la réorganisation des flux de ressources commençait déjà à créer des tensions dans l'économie locale. Mais l'exemple le plus révélateur reste celui d'un commandant malien qui, dans une conversation confidentielle, confie que les mouvements récents au Burkina Faso ont poussé plusieurs groupes armés à modifier leur zone d'influence, anticipant une redistribution des alliances régionales. Pour l'analyste, ces signaux précoces confirment que les décisions politiques ne restent jamais confinées à la sphère institutionnelle. Elles ruissellent, s'étendent, modifient les équilibres et créent des effets tangibles pour ceux qui vivent au quotidien les fragilités du Sahel. Au final, une question demeure en filigrane. Que représentent réellement ces premiers impacts pour la suite des événements? Le déclencheur arrive brutalement. Une annonce officielle, sèche, sans détour, où Ibrahim Traoré confirme la dissolution d'une commission électorale financée par l'étranger. La décision surprend, elle retentit dans les chancelleries, elle force une réaction immédiate. Le Burkina Faso, perçu comme un espace périphérique, s'arrache soudain à son statut passif. Les premières heures sont électriques. Les partenaires internationaux contactent Ouagadougou. Les communiqués s'enchaînent. Les mots rupture et instabilité surgissent dans les déclarations, comme si la simple affirmation d'une souveraineté politique suffisait à menacer un ordre construit depuis des décennies. En parallèle, les réseaux spécialisés observent une modification rapide des discours officiels français, puis une intensification des briefings militaires autour de la présence étrangère au Sahel. Puis vient le pic. Les troupes étrangères sont sommées de quitter certaines bases. Les analystes interprètent ce geste comme une réorganisation stratégique interne. Les critiques, elles, dénoncent un retrait dangereux, tandis que les soutiens africains y voient un tournant historique. Dans les jours qui suivent, les informations filtrent sur Bougouni, au Mali. Les réserves de lithium attirent de nouvelles convoitises. Les tensions locales montent. Des affrontements éclatent près de la zone. La région bascule dans une agitation contenue où chaque position militaire semble soudain déterminante. Les chaînes internationales relaient les images. Elles évoquent un Burkina Faso isolé. Pourtant, dans plusieurs capitales africaines, la décision de Traoré suscite des discussions positives. Des conseillers politiques y lisent une opportunité. Sortir d'une dépendance jugée corrosive, redéfinir les alliances, réorganiser les priorités nationales. Sur le terrain, les effets immédiats se multiplient. Les flux de minerais sont surveillés. Les groupes armés adaptent leurs routes. Les populations frontalières ressentent la tension. Les administrations locales révisent les protocoles. Les commerçants modifient leurs habitudes. Les diplomates, eux, cherchent à anticiper la suite. L'aftershock s'installe doucement. Les départs de certaines forces extérieures ne rétablissent pas l'équilibre espéré par leurs promoteurs. Les acteurs locaux comblent le vide. Les alliances régionales évoluent. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso réfléchissent à des mécanismes communs. L'idée d'une défense coordonnée revient dans les débats. Des voix africaines, jusque-là marginales, s'expriment plus fortement. Dans les forums internationaux, les positions se figent. Les puissances occidentales insistent sur le risque terroriste.
Les partisans du changement rappellent l'échec des stratégies précédentes. Chacun utilise le Sahel pour défendre son propre récit. Et au centre, malgré les tensions, une réalité persiste. La dynamique enclenchée par Ibrahim Traoré dépasse largement le cadre du Burkina Faso. Elle interroge l'ordre global, elle expose les limites des modèles hérités, elle redistribue les cartes, elle oblige toutes les parties à révéler leurs intentions véritables. Reste une question suspendue. Jusqu'où ce séisme politique peut-il s'étendre dans les mois à venir? Le point de départ est clair. La production africaine de lithium ne représente qu'environ 5% de l'offre mondiale, avant que les prévisions de la transition énergétique ne fassent exploser la demande. Quelques mois plus tard, les projections montrent une hausse attendue supérieure à 50%, un écart qui illustre l'ampleur de la pression internationale sur les zones minières. Cette progression rapide, rarement assumée dans les débats du public, traduit un basculement stratégique majeur pour les pays du Sahel. À ce premier indicateur s'ajoute un second: les pays africains exportent chaque année près de 200 milliards de dollars de ressources naturelles, mais ne captent qu'une part dérisoire de ces richesses. Le fait que seuls environ 10% de cette valeur reviennent réellement aux économies locales montre la profondeur du déséquilibre structurel. Cette répartition inégale, persistante depuis des décennies, explique en grande partie la volonté nouvelle de reprendre le contrôle des ressources critiques. Le dernier repère chiffré est géopolitique plutôt qu'économique. Les investissements directs étrangers en Afrique ont atteint environ 45 milliards de dollars en 2022, mais plus de 80% se concentrent dans les industries extractives. Ce poids disproportionné oriente la croissance vers une dépendance durable aux acteurs étrangers, souvent au détriment de projets à forte valeur sociale. Il illustre surtout l'inadéquation entre les besoins des populations et les priorités des investisseurs internationaux. Ces trois données, placées en perspective, changent la compréhension du rôle d'Ibrahim Traoré dans la région. Elles expliquent pourquoi ces décisions politico-militaires, souvent décrites comme abruptes par les médias occidentaux, trouvent un écho favorable auprès de nombreuses voix africaines qui perçoivent un effort de rééquilibrage souverain. Plusieurs indicateurs qualitatifs confirment cette dynamique. Dans les villages proches des zones minières, les premières réactions traduisent un sentiment ambivalent: prudence face au risque d'escalade, mais espoir d'un partage plus équitable des bénéfices. Des associations de jeunes, habituellement marginalisées dans les débats nationaux, s'organisent pour réclamer davantage de transparence dans la gestion des ressources et pour surveiller les partenariats proposés par les entreprises étrangères. Sur le plan régional, les diplomates maliens et nigériens admettent que la pression accrue autour de Bougouni pousse leur gouvernement à accélérer certains arbitrages stratégiques. Le Sahel, longtemps dépendant d'interventions extérieures justifiées par la lutte antiterroriste, commence à se structurer autour de blocs d'intérêts internes. Les prises de position publiques montrent une volonté croissante de réduire la présence étrangère et d'expérimenter des formes de coopération qui renforcent l'autonomie collective. Au niveau international, la redistribution du poids narratif se confirme. Les ONG spécialisées dans l'extraction minière observent une multiplication des rapports contradictoires alimentés par les puissances concurrentes. Les think tanks occidentaux hésitent entre la critique des nouveaux régimes militaires et la reconnaissance d'une réalité économique implacable: l'accès au lithium est devenu une priorité mondiale. Dans cet ensemble de signaux, une tendance commune apparaît: la région ne cherche plus uniquement à se défendre, mais à se repositionner. La rupture initiée au Burkina Faso devient alors non pas un accident, mais le marqueur d'une transformation dont la portée pourrait dépasser les cadres politiques traditionnels. Le premier argument avancé par les défenseurs des interventions étrangères repose sur une idée simple:
Sans présence militaire internationale, le Sahel sombrerait dans un chaos incontrôlable. Selon eux, l'appui logistique, le renseignement avancé et les mécanismes de stabilisation fournis par les puissances occidentales restent indispensables pour contenir les groupes armés. Ils affirment également que les investissements directs étrangers, même imparfaits, sont l'unique moteur capable de financer les infrastructures essentielles du Burkina Faso et de ses voisins. En face, un second courant soutient que la souveraineté politique ne peut se construire tant que les décisions clés dépendent d'acteurs extérieurs. Pour ces voix africaines, la présence militaire étrangère n'a pas réduit les conflits. Les rapports régionaux montrent même une augmentation des tensions près des zones stratégiques comme Bougouni. Elles soulignent que les 200 milliards de dollars de ressources exportées chaque année ne profitent qu'à une fraction locale, preuve que le modèle actuel n'a jamais réellement produit de développement durable. Entre ces deux positions se pose la contre-analyse, appuyée par les données observées sur le terrain. Les interventions internationales, tout en fournissant un soutien réel, ont souvent créé un environnement de dépendance qui limite la capacité des États à définir leurs propres priorités. Les chiffres sur la production de lithium et la répartition des bénéfices montrent que les structures économiques héritées favorisent les acteurs extérieurs bien plus que les populations africaines. De même, les tensions apparues autour de Bougouni après la découverte des gisements indiquent que les rivalités s'intensifient lorsque les ressources deviennent stratégiques. Ainsi, la critique ne consiste pas à nier l'utilité ponctuelle de certains partenariats, mais à rappeler que leur cadre actuel empêche l'émergence d'un modèle souverain et équilibré. Le débat ne se réduit pas à un choix entre isolationnisme et ouverture. Il vise à réévaluer des mécanismes qui, jusqu'ici, ont rarement servi les intérêts des peuples du Sahel. Un message change tout. Il circule d'abord dans les réseaux diplomatiques, puis dans les cercles sécuritaires africains. Une note interne signale que plusieurs groupes armés auraient modifié leurs axes de déplacement après les décisions prises à Ouagadougou. L'information semble mineure, presque technique, mais elle révèle un tournant profond. Les dynamiques de terrain réagissent désormais aux choix politiques et non plus seulement aux opérations militaires classiques. Ce déplacement discret d'influence coïncide avec les prises de position répétées d'Ibrahim Traoré, qui insiste sur la nécessité de reprendre le contrôle des ressources de critiques. La simultanéité entre les annonces officielles et les changements observés dans les zones frontalières montre que la région entre dans une phase où les décisions politiques déclenchent des répercussions immédiates, visibles jusque dans les comportements des acteurs non étatiques. C'est ce détail, passé sous silence dans de nombreux rapports internationaux, qui matérialise la bascule du récit. Le Sahel ne réagit plus seulement aux injonctions extérieures, mais à l'émergence d'un centre de décision local. Et cette centralité nouvelle oblige désormais chaque puissance, qu'elle soit régionale ou globale, à ajuster sa stratégie. En ce qui concerne les populations, les premiers effets se mesurent dans la vie quotidienne des habitants du Sahel. Les contrôles aux frontières se resserrent, modifiant les trajets des commerçants et rallongeant les délais d'acheminement des biens essentiels. Dans certains villages proches des zones minières, l'annonce d'un contrôle accru des ressources suscite autant d'espoir que de crainte. L'espoir d'une redistribution plus équitable, mais aussi la peur d'une intensification des affrontements. Les associations locales observent un regain d'organisation communautaire, signe que les populations veulent peser davantage sur les décisions qui les concernent directement. En ce qui concerne les États et les institutions, la décision du Burkina Faso de remodeler ses partenariats crée un précédent. Des capitales comme Bamako et Niamey réévaluent leurs alliances, redéfinissant leurs priorités sécuritaires selon leurs propres agendas. Cette reconfiguration oblige les administrations à revoir leur modèle de financement,
longtemps dépendant de l'aide internationale. Les ministères concernés par l'exploitation minière étudient de nouveaux cadres juridiques afin d'empêcher la fuite des richesses stratégiques. Les diplomates régionaux reconnaissent que les actions d'Ibrahim Traoré accélèrent un processus de repositionnement collectif qui était jusqu'ici latent. En ce qui concerne les acteurs étrangers, les puissances occidentales voient leur marge de manœuvre se réduire dans une zone où elles imposaient historiquement le tempo. Les annonces successives du Burkina Faso perturbent les plans d'investissement, notamment dans les secteurs extractifs où les entreprises comptaient sur des partenariats stables et peu contestés. Les think tanks européens redoutent une perte d'accès aux ressources stratégiques, alors que les États-Unis s'inquiètent d'un glissement d'influence au profit d'acteurs non occidentaux. Ces inquiétudes expliquent la multiplication récente des rapports alarmistes décrivant la région comme en pleine instabilité, une manière de conserver un contrôle narratif menacé. En ce qui concerne la région et le système géopolitique, le Sahel devient un laboratoire d'expérimentation stratégique. Les alliances se recomposent, les coopérations régionales s'intensifient et certains pays envisagent de mutualiser leurs mécanismes de défense. La montée en puissance d'un discours souverainiste crée un effet domino qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Des États longtemps considérés comme vulnérables revoient leur posture, investissant davantage dans la gestion autonome de leurs ressources. La dynamique enclenchée suggère qu'un nouvel équilibre pourrait émerger où les centres de décision africains jouent un rôle nettement plus affirmé dans la définition des règles du jeu. Au cœur de ces transformations, un constat s'impose. Les choix d'Ibrahim Traoré ne produisent pas seulement des réactions immédiates, ils modèlent une trajectoire dont les impacts s'étendent bien au-delà du Burkina Faso. Les prochains mois s'annoncent décisifs, car les choix stratégiques façonnés autour du contrôle des ressources et des alliances régionales détermineront l'évolution du Sahel. Trois trajectoires se dessinent, chacune révélant une facette différente de la dynamique enclenchée depuis Ouagadougou. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient son orientation souverainiste tout en ménageant certains espaces de coopération sélective. Les États voisins, déjà engagés dans une reconfiguration sécuritaire, choisissent une posture intermédiaire, ni rupture totale, ni retour à la dépendance précédente. Les investissements étrangers se poursuivent, mais sous des formes plus encadrées, avec une pression accrue pour obtenir des accords équilibrés. Cette stabilité relative ne supprime pas les tensions autour des zones minières, mais elle évite une escalade majeure. Le Sahel avance alors prudemment vers un modèle hybride, encore fragile mais moins dépendant. Dans le scénario optimiste, les décisions prises par les autorités burkinabé inspirent une vague de réformes régionales. Les pays du Sahel renforcent une coopération économique et sécuritaire sans précédent, cherchant à mutualiser leurs outils de gestion des ressources. Les partenaires étrangers, contraints par une transition énergétique qui accélère, acceptent de renégocier certains contrats dans un cadre plus équitable. Ce rééquilibrage attire de nouveaux investisseurs intéressés par des projets moins extractifs et davantage orientés vers les besoins locaux. Dans ce contexte, l'approche d'Ibrahim Traoré devient un modèle pour d'autres États désireux d'affirmer leur souveraineté tout en stabilisant leurs institutions. Dans le scénario pessimiste, les puissances extérieures réagissent de manière agressive. Les pressions économiques s'intensifient, les opérations militaires étrangères se multiplient sous prétexte de lutte antiterroriste et les campagnes médiatiques s'accentuent pour délégitimer les gouvernements qui s'éloignent des cadres traditionnels. Les tensions autour du lithium de Bougouni s'aggravent, attirant des acteurs armés cherchant à capter la rente minière. Le Burkina Faso se retrouve isolé diplomatiquement
et l'instabilité régionale s'en trouve aggravée. La fragmentation institutionnelle devient un risque tangible. Dans ces trois trajectoires, une même règle s'impose. La compréhension des rapports de force doit primer sur les narratifs importés. La meilleure approche consiste à analyser la région à travers les intérêts réels des acteurs locaux et non à travers les prismes hérités des interventions extérieures. Pour beaucoup d'habitants du Sahel, les décisions prises ces derniers mois ne relèvent pas d'un débat technique entre gouvernements. Elles s'inscrivent dans une réalité vécue chaque jour, celle d'une région où les choix politiques peuvent modifier l'accès à la sécurité, au travail ou aux ressources vitales. Dans ce contexte mouvant, le besoin de comprendre les mécanismes qui façonnent ces transformations devient essentiel, non seulement pour les acteurs institutionnels, mais aussi pour les citoyens directement exposés aux conséquences. Pour les personnes qui observent la situation de loin, la complexité géopolitique du Sahel peut sembler abstraite. Pourtant, les dynamiques qui s'y jouent influencent la stabilité économique mondiale, l'accès aux ressources stratégiques et les modèles de gouvernance adoptés par d'autres régions en transition. Suivre ces évolutions, c'est donc saisir les ressorts d'un basculement global où les pays longtemps marginalisés redéfinissent leurs marges de manœuvre face aux puissances établies. Pour ceux qui consomment l'information à travers les médias internationaux, il est utile d'adopter un regard plus nuancé. Les récits dominants mettent tant souvent en avant les risques sécuritaires mais néglige les enjeux structurels soulevés par la réappropriation des ressources et la redéfinition des alliances. Comprendre ce décalage permet d'appréhender les motivations profondes des gouvernements du Sahel sans se laisser entraîner par des interprétations réductrices. À travers ces trois angles, vie quotidienne, enjeux globaux, construction narrative, chacun peut mesurer l'importance des dynamiques actuelles. Les choix politiques ne se limitent pas à des décisions d'État. Ils reconfigurent des trajectoires sociales, économiques et symboliques dont les effets s'étendront bien au-delà des mois à venir. Pour que la dynamique enclenchée porte ses fruits, une feuille de route structurée devient indispensable. Elle doit s'appuyer sur des mécanismes précis, capables de transformer les ambitions politiques en résultats mesurables. Dans cette perspective, quatre étapes se dégagent comme fondement d'une stratégie cohérente pour le Burkina Faso et pour les pays du Sahel qui souhaitent suivre une trajectoire similaire à celle défendue par Ibrahim Traoré. 1. Instituer une gouvernance transparente des ressources. La création d'organes indépendants chargés de superviser l'exploitation minière est essentielle. Ils doivent publier régulièrement des audits et veiller à ce que les contrats conclus avec les acteurs étrangers garantissent une redistribution réelle des bénéfices. Ce premier pilier renforce la confiance interne tout en limitant les marges d'ingérence extérieure. 2. Diversifier les partenariats économiques. Plutôt que de dépendre d'un modèle unique, il s'agit de multiplier les options. Pays émergents, alliances régionales, coopérations technologiques africaines. En répartissant les risques et en élargissant les marges de négociation, le Burkina Faso consolide sa souveraineté tout en attirant des investissements orientés vers les besoins locaux. 3. Consolider une architecture sécuritaire régionale. Les défis frontaliers exigent une coordination étroite, renforcer le partage d'informations, harmoniser les dispositifs de défense et mutualiser certains moyens permettrait de stabiliser les zones sensibles, en particulier autour des sites stratégiques comme Bougouni. Cette approche réduit la dépendance à l'assistance militaire extérieure. 4. Mobiliser les citoyens autour d'un projet national. Aucun changement durable n'est possible sans l'adhésion de la population. Des campagnes d'information, des formations locales et des initiatives communautaires renforcent l'appropriation collective de la souveraineté économique.
Cela crée un socle social solide pour soutenir les réformes dans la durée. À travers ces 4 leviers, la transition souhaitée devient non seulement possible, mais mesurable et progressive. Dans le silence des bureaux où l'analyste, ce témoin discret des premières secousses, observait les signaux faibles, personne n'imaginait que ces détails épars formeraient un jour la trame d'un basculement continental. Pourtant, les décisions venues de Ouagadougou ont donné sens à ces indices que seuls les observateurs les plus attentifs percevaient. Chaque réaction internationale, chaque repositionnement régional, chaque tension autour des ressources confirme désormais que la dynamique enclenchée est plus qu'un simple épisode politique. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point d'inflexion, non pas en raison d'un charisme exceptionnel, mais parce qu'il incarne une volonté qui résonne profondément avec les aspirations de millions d'Africains. Le mouvement qu'il stimule dépasse sa personne. Il touche à la dignité, à la souveraineté et à la quête d'un avenir choisi plutôt qu'imposé. Dans les villages du Sahel, dans les capitales africaines comme dans les cercles d'analyse internationaux, une même intuition se répand. Quelque chose a changé et ce changement ne reviendra pas en arrière. L'histoire s'écrit rarement de manière linéaire, mais certains moments éclairent les suivants avec une netteté inattendue. La souveraineté n'attend plus. Au moment où cette trajectoire se dessine, une évidence s'impose. Les transformations à l'œuvre dans le Sahel ne relèvent pas uniquement des décisions gouvernementales. Elles touchent à la manière dont un peuple choisit de raconter son histoire, d'affirmer sa valeur et de défendre son avenir. Suivre ces évolutions, les comprendre et les partager contribue à renforcer un espace public africain capable de se réapproprier les récits longtemps produits ailleurs. Chaque lecteur, qu'il vive sur le continent ou qu'il observe la région depuis d'autres horizons, peut jouer un rôle dans cette dynamique. Il suffit parfois de transmettre une information nuancée, de soutenir une voix locale ou simplement de dépasser les cadres interprétatifs hérités. Ces gestes, modestes en apparence, participent à une culture de souveraineté partagée. L'enjeu dépasse le seul Burkina Faso. Il concerne toutes les sociétés qui cherchent à s'émanciper des modèles imposés et à bâtir des trajectoires inspirées par leurs propres aspirations. Alors, face à ces bouleversements qui redessinent l'équilibre du Sahel et de l'Afrique, une question demeure. Quelle place chacun souhaite-t-il occuper dans cette histoire en devenir?